Salut à tous, bienvenue à nouveau sur cette chaîne où on va découvrir maintenant comment se déroulent les combats dans Dragon Ball Card Game. Les combats qui sont une composante très importante du jeu, on va le voir dans un instant, que ce soit pour remporter la victoire ou alors pour permettre de nettoyer un petit peu le board de votre ennemi. Déjà, première chose qu'il va falloir savoir, c'est qui est-ce qu'on peut attaquer dans Dragon Ball. Alors on peut attaquer des cartes de combat. Par contre, pas les cartes de combat de notre adversaire qui sont en mode action, mais celles qui sont en mode inertie uniquement. On peut attaquer les cartes unissons, peu importe leur orientation, qu'elles soient en mode action ou en mode inertie. Et c'est la même chose pour les leaders. Leur orientation n'a pas d'importance. Donc en résumé, on peut cibler toutes les cartes, sauf les cartes de combat de notre adversaire qui sont en mode action. Voilà, ceci étant dit, comment se déroule un combat ? La première de ces phases, c'est le déclenchement. Elle a lieu à partir du moment où on va passer son leader, sa carte de combat ou sa carte unisson, du mode action au mode inertie, et qu'on va déclarer une attaque, soit contre notre carte de combat adverse en mode inertie, la carte unisson adverse si on veut viser les marqueurs, ou la carte leader adverse si on veut viser les points de vie de l'adversaire directement. Vous avez pu voir sur un certain nombre de vos cartes des capacités qui sont des capacités auto. On la voit sur la carte que j'ai prise par exemple, la carte C18 qui dit quand cette carte attaque, piochez une carte. Donc les capacités auto, elles se déclenchent de la manière suivante. Au moment où les conditions de déclenchement arrivent, l'auto va donc se déclencher mais se mettre en attente de résolution. Ça veut dire qu'elle ne va pas se résoudre tout de suite. Elle ne se résolvera qu'au moment où on aura un point de contrôle. Donc on verra, il y a un jeu de timing assez précis dans le jeu, si on veut bien suivre les règles et bien faire les choses dans l'ordre. Il est à noter par exemple que vous allez avoir plusieurs autos qui peuvent rentrer en attente, en stand-by, à la fois de votre côté, à la fois de votre adversaire, et que c'est d'abord les autos du joueur actif qui vont s'activer, et ensuite les autos du joueur inactif. Donc c'est très important à prendre en compte cette notion-là, puisque en fait, en fonction de ce que vous allez vouloir jouer, parfois il faut bien essayer de raisonner en se disant est-ce que c'est ma capacité qui va se résoudre avant la sienne, parce que ça peut avoir des incidences importantes pour le déroulement soit du combat, soit des actions que vous recherchez à effectuer. Donc concrètement, les autos qui vont se déclencher au moment où on déclenche une action, ça va être celles qui disent quand cette carte attaque, puisque vous déclenchez une attaque, ou les autos qui disent quand cette carte se fait attaquer pour votre adversaire, puisque la carte sera ciblée. Donc là, à partir du moment où l'attaque est déclenchée vers un adversaire, l'auto rentre en attente. On a à ce moment-là une fenêtre de contre qui va se présenter, et cette fenêtre de contre spécifiquement là va permettre de jouer des capacités contre-attaque. Point de règle important, contre-attaque, c'est un peu contre-intuitif, mais ça ne veut pas dire qu'on contre l'attaque, c'est-à-dire qu'on annule l'attaque. Contre-attaque, c'est un timing pour jouer une capacité qui va être expliqué selon le terme contre-attaque. On va avoir un certain nombre de cartes qui vont se jouer sur le timing contre-attaque, c'est-à-dire ce timing-là, au moment où mon adversaire déclenche un assaut, mais qui ne vont pas annuler l'attaque pour autant, qui vont avoir d'autres effets. Par exemple, on va avoir des cartes qui vont nous dire contre-attaque, jouez cette carte. Ça veut dire que c'est le timing durant lequel on peut jouer cette carte. Ou alors contre-attaque, votre adversaire ne peut plus attaquer avec des cartes de combat pour toute la durée du tour. Donc, pour savoir si l'attaque est annulée pendant la contre-attaque, le texte après la capacité en vert doit indiquer que l'attaque est annulée. Ça doit dire annuler l'attaque, puis faites ceci ou cela, ou alors juste annuler l'attaque. Donc c'est important, le terme contre-attaque est avant tout un terme qui parle du timing plutôt que du fait de contrer l'attaque. C'est quand même très important à signaler. Une fois que ça a été joué, en tout cas, l'adversaire a pu jouer une capacité contre-attaque ou n'en avait pas à jouer ou n'a pas souhaité le faire, on a notre fameux point de contrôle qui se présente. Donc le point de contrôle, ça va permettre donc d'appliquer les différents points de règle qui restent à appliquer et d'activer et de résoudre les autos en attente. Donc, dans notre cas précis, j'ai attaqué avec mon leader C18 sur la gauche qui dit quand cette carte attaque, piochez une carte. J'ai déclenché l'attaque vers un leader adverse, j'attaque ton leader. À ce moment-là, mon auto se met en attente, mon adversaire décide de contre-attaquer avec une carte qui dit annuler l'attaque. Donc mon attaque ne va pas avoir lieu. Cependant, quand on arrive au point de contrôle, on va le faire dans l'ordre, comme on a dit tout à l'heure, le joueur actif en premier, le joueur inactif en deuxième. Donc quand on va contrôler les autos en attente,
On va voir que moi j'avais mon auto qui dit quand cette carte attaque qui était restée en attente et qui va se résoudre. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là je vais quand même pouvoir piocher ma carte, même si l'attaque a été contrée, ça c'est secondaire. Donc je pioche ma carte, et ensuite on a la capacité contre-attaque qui disait que l'attaque allait être annulée, qui se résout, et qui donc fait que on va directement aller à la phase de fin de combat, l'attaque n'a pas lieu, on retourne en phase principale. Donc ça c'est important, ces petits points de règle à signaler, à la fois sur le terme contre-attaque qui est avant tout un timing de déclenchement, et à la fois sur les autos, et la notion de mes autos rentrent en attente et vont s'activer dans l'ordre joueur actif, joueur inactif, au moment où il y aura un point de contrôle et pas avant. Voilà, donc c'est vraiment une résolution de timing très importante. Les textes sur les cartes peuvent parfois être assez complexes, peuvent parfois sembler obscurs entre les interactions de nos propres cartes avec nos propres leaders, nos unissons, nos extras, les capacités de l'adversaire. Il faut toujours raisonner selon des timings bien précis, et en général ça permet de répondre à pas mal de questions de points de règle. Donc si l'attaque n'a pas été annulée, le joueur inactif peut déclarer un bloqueur. Un bloqueur, c'est une carte qui va être dans la zone de combat de l'adversaire, qui va avoir la capacité bloqueur, et qui va permettre, si on la met en inertie, de dévier l'attaque en fait de sa cible initiale vers le bloqueur. Exemple, j'attaque le leader, mon adversaire me dit qu'il ne contre pas, donc je pioche ma carte puisque j'ai mon point de contrôle, et à ce moment-là, il va me dire par contre je bloque, il va mettre son bloqueur en mode inertie, ce qui veut dire que ce n'est plus le leader qui va subir l'attaque, mais ça sera la carte avec bloqueur qui deviendra le défenseur. Une fois que cette étape de bloqueur a été éventuellement faite, donc s'il n'a pas de bloqueur, évidemment, cette phase est zappée, on passe à l'étape d'attaque, qui est la deuxième étape de notre phase de combat. Donc concernant l'étape d'attaque, on a des nouveaux autos qui rentrent en attente, qui sont au début de l'étape d'attaque, et qui vont directement se résoudre. Donc si vous avez une carte qui dit au début de votre étape d'attaque, faites ceci, faites cela, c'est le moment où vous allez le faire. Le joueur actif va pouvoir faire un certain nombre d'actions. D'ailleurs, le joueur inactif pourra faire les mêmes, mais à son tour. C'est d'abord le joueur actif qui va parler, durant cette phase-là. Donc en gros, il va pouvoir activer ses capacités activation combat, donc soit celle de son leader qui aurait des capacités activation combat, soit celle d'extra de sa main, soit celle de carte de combat ou peu importe, toutes les capacités activation combat dont il va pouvoir payer le coût peuvent être jouées à ce moment-là pour le joueur actif. Il va également pouvoir éveiller son leader au moment qu'il le souhaite durant la phase de combat, c'est pas seulement pendant la phase principale. Alors quand je dis éveiller, c'est également activer sa capacité vœu, c'est une manière différente de s'éveiller selon certains leaders, en fait, en tout cas de tourner son leader de l'autre côté, mais c'est la même chose sur la mécanique. On a une fenêtre de contre qui va se présenter avant et après la résolution de la capacité, donc si on a une activation combat par exemple qui va dire qu'on met une carte en jeu, l'adversaire à chaque fois va avoir une fenêtre de contre qui va lui permettre de réagir et de répondre aux différents effets qui vont pouvoir être activés de la part du joueur actif. Il va également pouvoir, durant sa phase de combat, augmenter la puissance de son attaque. Pour ce faire, il va pouvoir bénéficier d'un support à partir de cartes de combo. Ces cartes de combo, on va pouvoir soit utiliser celles qui sont dans notre zone de combat, donc nos cartes de combat en zone de combat, et qui sont en mode action, uniquement, parce que sinon, en mode inertie, on ne peut plus s'en servir avant notre prochain tour. Donc les cartes de combat en mode action, dans notre zone de combat, peuvent être prises et déplacées dans la zone de combo, auquel cas, elles partiront à la fin du combat et on ne pourra plus attaquer avec et plus s'en servir. Donc en fait, on les sacrifie pour augmenter la puissance de notre attaque. Et on peut également utiliser les cartes de combat qui sont présentes dans notre main et pour lesquelles on a le coût de combo nécessaire disponible en énergie. Par exemple, la majorité des combos coûtent 0, donc c'est marqué 0 plus 5000, on va le voir dans un moment, c'est les indications qu'il y a sur le côté des cartes. Si par contre on a des capacités de combo qui nous disent 1 plus 5000 ou 1 plus 10 000, ça veut dire qu'il faut être capable de payer une ressource d'énergie. Si on ne l'a pas, on ne peut pas jouer la carte en combo. On va avoir un point de contrôle et une fenêtre de compte qui se présente après chaque carte déplacée en zone de combo. Concrètement,
Pourquoi ça existe? Parce qu'il existe par exemple un unisson qui va dire qu'on a la possibilité de retirer une carte de la zone de combo adverse. Donc ça, on peut le faire au moment où l'adversaire pose une carte de combo et qu'on souhaite l'enlever, soit parce qu'elle est plus forte, soit parce qu'elle a un effet. Et bah, c'est à ce moment-là où l'adversaire peut dire moi j'ai ma fenêtre de compte, donc là je vais en profiter pour retirer ta carte de la zone de combo. Donc, on résume. Donc j'ai déclenché l'attaque, elle n'a pas été contrée. On a nos autos qui disent au début de l'étape d'attaque, si on n'en a pas, on passe directement à l'activation combat, et ou à l'éveil, et ou au combo. On n'est pas obligé de faire ces étapes-là, on peut directement dire, moi je reste à 15 000, c'est à toi de défendre. En tout cas, on met en zone de combo une carte, ici dans notre exemple, donc on attaque à 15 000, on va rajouter 0 plus 5 000, donc ça nous coûte 0 d'énergie, et 5 000 de puissance de combo, donc on monte à 20 000. Là, on monte à 25 000. Là, on monte à 30 000. Et puis, j'avais une énergie disponible et je veux vraiment que ce coup, il tape parce que c'est un point de vie qui est extrêmement important que je souhaite absolument attaquer. Et ben, je vais rajouter cette carte-là de ma main qui va avoir un double intérêt. Le premier, c'est de me rajouter encore de la puissance de combo. Donc, je vais monter à 35 000. Et également, cette carte, elle a un auto qui est que quand cette carte est mise en zone de combo, en attaquant, gagne coup critique. Donc, c'est le moment où on va pouvoir donner également une capacité à notre attaquant en fonction du texte qui est indiqué sur la carte. Donc là, je vais attaquer à 35 000 coups critiques mon adversaire, et on va directement pouvoir passer donc à l'étape de défense. Point extrêmement important pour l'étape de défense, c'est une étape qui n'existe pas lorsque la carte qui est attaquée est une carte unisson. Je dis que c'est extrêmement important parce qu'en fait, autant l'attaquant peut avoir son activation combat, peut éveiller, peut faire tout ce qu'il a à faire, peut combo pour éventuellement déclencher les effets qui l'intéressent. Par contre, le défenseur, si c'est son unisson qui se fait attaquer, la seule possibilité qu'il a pour ne pas retirer de marqueur de son unisson, ça va être de contrer l'attaque. S'il ne contre pas l'attaque, il n'aura pas l'opportunité de rajouter de la puissance de combo à son unisson, et il n'aura pas non plus la possibilité de faire des activations combat, ni d'éveiller son leader si jamais ça lui donnait un effet pour détaper une énergie ou autre. Donc si c'est l'unisson qui est attaqué, on passera directement à l'étape résolution des dégâts pour aller retirer des marqueurs si la puissance est suffisante. Donc c'est très important dans la stratégie, au moment où on se fait attaquer son unisson, de se souvenir de ça. Imaginons que ce qu'on soit fait attaquer, là, ça soit, allez, on va dire une carte de combat. On a également des conditions de déclenchement qui se déclenchent en auto, qui sont au début de l'étape de défense, puisqu'on est dans la troisième phase qui est l'étape de défense. Si on n'a pas d'auto, donc avec le point de contrôle qui suit, si on n'a pas d'auto, on passe également à la même phase que notre joueur actif tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir activer des capacités activation combat, donc c'est le timing durant lequel le joueur inactif va pouvoir les jouer, soit de sa main, soit sur ses leaders, soit des cartes actives, peu importe, tant qu'il peut payer le coup. C'est également le moment où il peut éveiller son leader, que ce soit le leader qui soit attaqué ou pas, peu importe. Ça peut avoir un intérêt si par exemple vous êtes ce qu'on appelle full tap, ça veut dire que vous avez toutes vos énergies qui ont été utilisées, vous n'avez plus de ressources. Et pour vous défendre, vous aviez besoin d'une énergie, parce que vous avez une carte avec activation combat dans votre main qui vous intéresse, mais elle va coûter 1, et vous l'avez pas cette ressource. Et bah du coup à ce moment-là, si vos conditions d'éveil sont réunies, vous pouvez durant votre timing décider d'éveiller votre leader, ce qui souvent va vous permettre de détaper une énergie, pas toujours, mais il faut vous référer au texte de la carte. Et une fois que vous avez tapé votre énergie, là vous avez votre nouvelle énergie à disposition, soit pour l'utiliser pour payer un combo d'un coup de 1, soit également pour pouvoir jouer une activation combat qui aurait un coût de 1. Donc vous avez cette capacité-là sur ce timing. Toujours la fenêtre de contre avant et après la résolution de la capacité qui existe, c'est valable pour l'adversaire et c'est valable pour vous. Et vous pouvez, à l'instar du joueur actif, augmenter la puissance de défense en déplaçant dans votre zone de combo, la même chose, des cartes de combat qui étaient en mode action dans votre zone de combat, ou des cartes de combat de votre main, à partir du moment où vous avez de quoi payer leur coût de combo. Si c'est 0, tout va bien, et si c'est 1, il faut avoir l'énergie. Vous avez également un point de contrôle et une fenêtre de compte qui se présente après chaque carte déplacée en zone combo. Il y a également quelque chose qui est important à signaler. En activation combat, je pense notamment aux cartes rouges. Vous avez des cartes qui vont vous dire de retirer, par exemple, 15 000 de puissance à la carte attaquante. D'accord ? Dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on attaquait à 35 000, mais finalement, comment étaient décomposés ces 35 000 ? On avait 15 000
de puissance de la carte qui attaquait, c'était mon leader, hein, il avait 15 000, et ensuite on avait 20 000 de puissance de combo. Il ne faut pas confondre la puissance de la carte d'attaque et la puissance totale de l'attaque qui va inclure la puissance plus la puissance de combo. J'espère que c'est assez clair, mais en tout cas c'est un point de règle un peu plus précis qui peut être intéressant à savoir. C'est vraiment réduire la puissance de l'adversaire à 0, ça va être uniquement viser ses points de puissance à lui, sans tenir compte des combos. Donc là pareil, on va pouvoir donc jouer une combo. Là dans l'exemple présent, on joue une super combo. Donc une super combo, on n'a que 4 exemplaires possibles dans chaque deck. En fait, c'est 10 000 de combos, donc c'est 2 fois plus que les combos standards, pour un coût de 0. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Et souvent, vous avez également, pour les meilleurs d'entre eux en tout cas, des autos qui se déclenchent au moment où la carte est jouée dans la zone de combo. Donc là, par exemple, on va la jouer dans notre zone de combo, et on va avoir notre point de contrôle et notre fenêtre de compte qui vont se présenter, et qui vont nous permettre d'activer la capacité de ce Zamasu. Vient ensuite la 4e étape de cette phase de combat, qui est l'étape des dégâts. Alors, on a à nouveau des déclenchements d'auto. Si vous avez une carte qui dit au début de l'étape de dégâts, c'est maintenant qu'elle va déclencher ses autos. On va maintenant, pour savoir qui est-ce qui remporte la victoire, comparer la puissance de la carte attaquante et la puissance de la carte de défense, en prenant en compte les altérations de puissance, c'est-à-dire tout ce qui va avoir, par des effets d'activation combat souvent, augmenter ou baisser la puissance d'attaque ou de défense des deux cartes, des deux protagonistes, et en prenant en compte également la puissance de combo des cartes qui ont été mises dans les zones de combo des différents adversaires. Donc on additionne le tout, et si l'attaquant a une puissance égale ou supérieure, c'est l'attaquant qui gagne. Donc en gros, pour gagner un combat dans Dragon Ball Card Game, il va falloir que votre puissance soit au moins égale à votre adversaire pour que l'attaque soit un succès. Quand on est défenseur, il faut penser à systématiquement être au-dessus de l'attaque. Être au même niveau que l'attaque vous fera quand même prendre les dégâts, ou en tout cas vous fera subir les conséquences de la défaite. Si c'est le défenseur qui va remporter le combat, par exemple j'ai été attaqué à 35 000 critiques et j'ai défendu en mettant 40 000 ou même 36 000, à ce moment-là, on va directement passer à la phase suivante, la phase 5, qui est la fin du combat. En gros, le combat est terminé, l'attaque n'a pas abouti, on va pouvoir revenir en phase principale juste après. Donc si la carte de défense, c'est-à-dire la carte qui a été attaquée, était un leader, on a les conditions de déclenchement auto qui disent si vous infligez des dégâts qui se lancent. Encore une fois, quand je parle des autos, c'est pour être complet. Dans la majorité des cas, vous n'aurez pas ces conditions de déclenchement. Mais en tout cas, si elles existent, vous savez que c'est à ce moment-là que vous devez les jouer. Vous avez votre point de contrôle qui apparaît, qui vont vous permettre d'activer et de résoudre l'ensemble des autos qui sont en attente. Et ensuite, vous avez 3 cas de figure. Donc si votre attaque, elle a abouti sur un leader adverse, donc encore une fois, si elle a abouti, vous allez retirer un dégât, ou des dégâts si vous avez eu des cartes qui vous ont permis d'augmenter le nombre de dégâts que vous avez fait subir à votre adversaire pendant votre attaque. Et vous avez également le déclenchement des capacités auto qui disent si vous avez infligé des dégâts qui se déclenchent à ce moment-là. Je fais une aparté concernant les capacités qui vont vous permettre d'augmenter votre nombre de frappes ou d'avoir des caractéristiques particulières. Vous avez une nouvelle vidéo qui va sortir qui parle des mots-clés d'attaque, qui est quasiment prête et qui va être en ligne d'ailleurs certainement au moment où je poste cette vidéo, et qui va vous permettre d'en savoir plus. Si l'attaque aboutit sur un unisson, vous allez retirer un marqueur ou des marqueurs selon le nombre de frappes que vous aviez prévu de mettre à votre attaque. Si vous avez attaqué avec double frappe, votre unisson, enfin l'unisson adverse avec une puissance qui est au moins égale à la puissance de votre unisson, à ce moment-là, vous allez lui retirer le nombre de marqueurs correspondants. C'est très intéressant d'attaquer un unisson parce que les unissons vont parfois utiliser des capacités qui vont leur coûter par exemple 3 marqueurs. Si vous leur retirez un marqueur pour qu'il reste systématiquement en dessous de la barre des 3, ça va les empêcher d'utiliser cette capacité. Vous avez également des cartes, des staples notamment, très importantes, qui vont permettre d'être jouées gratuitement si votre unisson a par exemple 2 marqueurs ou plus. Donc laissez systématiquement, même sans le tuer, laissez systématiquement l'unisson juste en dessous du seuil en dessous duquel il peut jouer des cartes gratuitement, c'est également un move qui est assez intéressant. Là vous avez le déclenchement des autos qui dit quand vous enlevez un marqueur qui vont rentrer en attente. Et ensuite si on a attaqué une carte de combat, selon les mêmes règles, on va la mettre KO si on l'a battue, on va la mettre en zone de dispersion, et on va ensuite déclencher les autos qui disent
quand des cartes sont mises KO ou quand cette carte a été mise KO. On passe maintenant à la phase 5, la fin du combat, donc c'est réellement la dernière phase de toute cette phase de combat. On a notre point de contrôle qui va permettre de faire les applications de points de règle, d'activer et de résoudre les autos comme on l'a vu tout à l'heure. On a ensuite les cartes de combat qui étaient dans la zone de combo des différents adversaires qui vont aller dans les zones de dispersion de leurs propriétaires. Les altérations de puissance qui permettaient d'avoir un gap avec les combos qui ont été joués vont disparaître. Les conditions de déclenchement des autos, si vous en avez, qui disent à la fin du combat, donc c'est à ce moment-là qu'elles vont se dérouler. Vous avez par exemple des cartes qui disent à la fin du combat dans lequel cette carte a été utilisée en combo, vous pouvez jouer cette carte, donc c'est à ce moment-là qu'il faut la jouer. Et le point de contrôle arrive, donc toujours pareil, hein. Les effets qui disaient pour toute la durée du combat se terminent à ce moment-là, pour le joueur actif d'abord, puis pour le joueur inactif, et enfin on arrive à la fin du combat, qui va nous permettre donc de revenir à la phase principale du joueur actif, qui aura donc plusieurs possibilités, soit réinitier un combat avec une carte qui est en mode action, soit mettre fin à son tour en annonçant une fin de tour et en faisant ce qu'il doit faire à la fin de son tour, ou soit éventuellement en jouant l'ensemble des choses qu'il peut jouer durant sa phase principale, c'est-à-dire une carte de combat s'il a encore assez d'énergie pour en jouer, une carte extra, n'importe quelle phase en fait qu'il a la possibilité de faire et dont il peut remplir les conditions et payer le coût. Voilà, j'espère que ça n'était pas trop dense ni trop compliqué parce que je voulais faire quelque chose au départ de beaucoup plus simple et je me suis dit quitte à expliquer le déroulement des combats, autant expliquer réellement les différents timings de résolution. C'est un jeu qui va beaucoup fonctionner sur des questions de timing et c'est vraiment souvent sur ces bases-là qu'il va falloir revenir pour savoir si tel effet s'active avant tel effet, si tel effet est annulé, etc. Donc j'ai vraiment préféré détailler l'ensemble des différentes phases de combat et l'ensemble des différents moments où vous avez vos autos qui se déclenchent et dans quel ordre. Ça complexifie un petit peu peut-être la compréhension, n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo, mais au moins vous avez quelque chose qui est complet et qui vous permettra d'éviter de prendre peut-être des mauvaises habitudes ou de mal comprendre certaines capacités de cartes, parce que j'aurais voulu faire trop simple. Donc voilà, merci pour votre attention, merci pour votre visionnage de vidéos. Les présentations qui permettent de savoir comment jouer au jeu Dragon Ball Card Game pour ma part sont terminées. Et maintenant, je vais faire une petite série de vidéos qui va être dédiée aux mots-clés. Les mots-clés, c'est ces petits mots que vous allez retrouver dans des encadrés et qui vont vous permettre de donner des capacités ou de jouer des capacités à vos différentes cartes. Et donc, je vais les détailler selon différentes catégories. Donc, les mots-clés de défense, les mots-clés d'unisson, les mots-clés de mise en jeu, bref, on va essayer de revoir tout ça ensemble dans des vidéos dédiées. On va toujours essayer de garder le format le plus court possible, hein, une dizaine de minutes, 10-12 minutes. Et voilà, merci, ciao.